concerne effectivement un nombre important de personnes. Sur la diapo suivante, je vais très vite parce que on a plein d'infos à vous passer avec Laurent et donc on va essayer d'aller vite. Les familles du handicap, on a l'habitude de les classifier en 6 grandes familles. Le handicap moteur, bon, a priori, je n'explique pas trop, si ce n'est vous dire que, attention, sur le handicap moteur, il n'y a que 30% de personnes en situation de handicap moteur qui sont en fauteuil. Donc il y a plein d'autres situations de handicap moteur, on le résume souvent au fauteuil, mais il y a plein d'autres situations de handicap moteur. On a ensuite le handicap, enfin ensuite il n'y a pas d'ordre, tout ce qui est handicap sensoriel, là pareil c'est handicap visuel, handicap auditif, je ne rentre pas trop dans les détails. Le handicap ensuite cognitif, pardon je ne fais pas dans l'ordre des petites vignettes, c'est pas grave. Le handicap cognitif c'est plutôt là la conséquence de déficience d'une ou plusieurs fonctions cognitives, la perception, le langage, la mémoire. Donc on va à cet endroit-là trouver notamment toutes les situations d'autisme, tous les troubles 10, ce qu'on appelle aussi les TDAH, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'est des termes que vous avez l'habitude de croiser maintenant dans différents textes. Ensuite, on a les situations de handicap mental ou intellectuel. Donc ça, c'est une altération des capacités intellectuelles qui va entraîner derrière une limitation plus ou moins importante aussi des capacités de réflexion, de prise de décision, etc. On a aussi, on n'y pense pas souvent, tout ce qui relève des maladies invalidantes. Un cancer, une maladie pulmonaire, etc. peut entraîner évidemment des situations de handicap. Et puis, tout ce qui est situation de handicap psychique, donc ça, c'est vraiment les conséquences sociales finalement d'une affection psychiatrique. Bipolarité, TOC, phobie, etc. Et puis, ce qui n'est pas sur ce document, c'est ensuite finalement la mention de plusieurs handicaps, donc des situations de poly ou de pluri-handicap. Très vite, ça c'était pour qu'on se mette un peu d'accord sur, quand on parle du handicap, voilà de quoi on parle. Un petit aperçu aussi sur le contexte législatif, parce que le directeur le disait en introduction, il y a évidemment des enjeux éthiques derrière tout ça, mais il y a aussi tout simplement un enjeu légal. La loi nous oblige à un certain nombre de choses. Et la loi, elle a pas mal évolué en France. Alors, je fais la loi récente, je remonte pas trop loin, mais la première loi qui a un petit peu impacté les politiques publiques, c'est la loi de 1975, où finalement, on va effectivement donner une plus grande importance à la prévention et au dépistage du handicap. On va aussi, autant que possible, chercher à maintenir dans leur cadre de vie ordinaire les personnes en situation de handicap. Pour autant, dans ces lois-là, à l'époque, on ne parlait pas encore de culture ou de loisirs, voilà. On commençait à évoluer, mais ça restait encore assez limité. Ensuite, en 87, c'est la loi qui oblige sur les questions d'emploi. Donc, elle fixe des taux d'emploi minimum de personnes en situation de handicap pour les entreprises de plus de 20 salariés, me semble-t-il. Et la loi qui révolutionne un petit peu tout, c'est la loi de 2005. Parce qu'effectivement, cette loi, elle change complètement le paradigme. Elle positionne finalement le handicap comme une situation de handicap. C'est l'environnement qui crée la situation de handicap pour les personnes et on ne définit plus la personne par son handicap. Et ce que cette loi a de positif, c'est que là, effectivement, elle intègre des notions de culture, d'éducation, d'accès finalement à la vie comme n'importe quel citoyen. On met l'entièreté des droits à la personne en situation de handicap comme n'importe quel citoyen. Et c'est cette loi qui oblige effectivement maintenant l'ensemble des structures que vous représentez, à accueillir les personnes en situation de handicap. Alors, bien sûr, il y a le cadre bâti, on le résume souvent et trop souvent que à ça, mais il y a aussi l'offre qu'on propose. Une offre pédagogique doit pouvoir être également proposée à des personnes en situation de handicap. Donc là, tout ce qu'on va un petit peu évoquer avec Laurent, avec qui on a un petit peu préparé cette intervention, c'est aussi de vous dire, c'est pas ce que nous on croit, c'est la loi. C'est la loi qui s'impose à nous. Et puis nous, on est un petit peu là, Mèche, Laurent qui travaille aussi notamment avec Mèche, pour vous aider, pour vous accompagner à tout simplement faire en sorte que vous puissiez la respecter au mieux, cette loi. Alors, je voulais enchaîner puisque nous avons fait une enquête en 2023 sur les enjeux d'accueil inclusif
dans l'enseignement artistique. Alors, ce n'était pas que sur les structures associatives que vous représentez, c'était sur l'entièreté des structures associatives. C'est une enquête qu'on a menée avec le ministère de la Culture en soutien financier et avec l'association Musique en Territoire en coportage de cette enquête. À laquelle la Confédération musicale de France a participé dans l'élaboration comme dans la diffusion de l'enquête. Voilà, on va le voir effectivement sur l'aspect méthodologique, mais l'idée, c'était surtout pas de faire une enquête chacun dans notre coin, mais d'associer dans un comité d'orientation plein de têtes de réseau, dont effectivement la CMF. L'enjeu, alors ce qu'elle a d'important, cette enquête, c'est que c'est la première fois qu'on interroge à cet endroit-là, donc ça donne une vraie bonne base de départ qui aura lieu de réinterroger à 5-10 ans pour voir comment les choses ont bougé. Les objectifs, c'était donc d'avoir un premier état des lieux, effectivement, où on en est au niveau des pratiques d'accueil, d'avoir aussi qu'on puisse identifier qu'est-ce qui facilite, qu'est-ce qui fait levier pour, j'ai envie de dire, une vraie inclusion dans les établissements d'enseignement artistique, et puis de pouvoir un peu mieux cerner les professionnels qui travaillent et qui gravitent autour de ces structures, quels sont leurs besoins. Donc, la méthodologie, je vais aller très très vite. On a fait un questionnaire structure pour interroger donc la structure, voir où elle en est, et un questionnaire qui s'adressait à tous les personnels qui travaillent dans ces structures. Je dis bien tous les personnels, ça passait par le directeur, l'enseignant, l'agent administratif, l'agent d'entretien, etc. Donc un questionnaire diffusé en ligne. On a eu un taux des réponses sur un nombre relativement faible, c'est le petit bémol, et ça fait partie des biais méthodologiques que j'ai besoin d'évoquer avec vous. C'est-à-dire que cette enquête, elle ne nous permet pas aujourd'hui de dire en France, il se passe ça, parce qu'on n'a pas assez de réponses. Par contre, ça nous permet de dire sur toutes les personnes qui ont répondu, voilà les tendances, et ça reste des indicateurs très très importants pour nous, pour pouvoir après ajuster aussi l'offre de mèche, et puis pour pouvoir aussi avoir ce rôle un peu de lobbying qu'on peut avoir au niveau des pouvoirs publics. Biais méthodologique, donc lié au faible taux de réponse. Un autre biais, il y a plusieurs biais méthodologiques. Forcément, les personnes qui ont répondu à ce questionnaire, c'est des gens, la grande majorité, qui étaient déjà engagés. Donc, forcément, il y a une surévaluation, certainement, des choses qui sont présentées ici. Je vais un peu vite, hein, mais il faut. Alors, rapidement, questionnaire structure. On voit que dans les établissements qui ont répondu, il y a 37% d'associations, ce qui est plutôt pas mal. On a interrogé différents items. Premier item interrogé, c'était le contexte territorial. On voulait voir si le fait qu'il y ait un schéma départemental des enseignements artistiques, d'une part s'il y en a un, et d'une part si ce schéma a des dispositifs relatifs à l'inclusion, en quoi c'était un facteur d'inclusion. Donc là, on se rend compte que globalement, on a 66% des structures qui adhèrent au schéma départemental. Alors, que 52% des associations. Quand je le pouvais, je vous ai montré à chaque fois le graphique avec les associations, qui est le milieu que vous représentez, puisque nous, notre questionnaire, il touchait effectivement l'entièreté des établissements. Donc, il y a aussi les conservatoires classés, les structures publiques. On se rend compte aussi que dans 64% des cas, ce fameux schéma départemental, il a des dispositions en faveur de l'inclusion. Donc ça, c'est une donnée plutôt intéressante pour nous. J'ai laissé le graphique sur l'adhésion à des réseaux parce qu'il va vous faire plaisir. Le premier réseau qui sort, c'est quand même la CMF. Donc voilà, les structures adhèrent massivement à la CMF. On a interrogé ensuite l'accessibilité du cadre bâti à différents endroits. Moi, je décide là de mettre le focus avec vous sur le registre public d'accessibilité. On n'a pas le temps, mais je ferai bien un petit sondage de qui sait ce qu'est un registre public d'accessibilité. Parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que alors, le registre public d'accessibilité, c'est un registre qui fait état du degré d'accessibilité de la structure, du cadre bâti, mais aussi de l'offre. Ça recense l'offre accessible et l'offre qui ne l'est pas. C'est un document obligatoire depuis, je crois, 2017. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a uniquement 19% des structures qui disposent de ce fameux document qui est pourtant une obligation. Ça, c'est un vrai outil pour les personnes en situation de handicap parce qu'elles demandent ce document, elles voient qu'est-ce qui est accessible dans l'offre et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc là, pour nous, c'était une grosse surprise de se dire, OK, il y a un gros travail à faire à cet endroit-là parce que c'est un document officiel et que beaucoup d'écoles de musique et de structures ne l'ont pas. Associatifs comme structures publiques, hein, c'est là où tout le monde est au même endroit. L'effectif des élèves en situation de handicap. On voulait essayer de mesurer à peu près quels sont les taux d'accueil.
Les taux, ils oscillent entre 0 et 22%. Mais on est là à un taux moyen de 2,5%. Alors pareil, là, le biais méthodologique, je le rappelle, c'est certainement surévalué par rapport à la réalité. Vraiment. Et ça reste un taux relativement faible. Sur le graphique d'après, celui-là, il est très intéressant parce qu'on se rend compte comment les élèves en situation de handicap sont répartis dans les parcours, dans les cycles. On voit une très grosse masse qui est dans des parcours spécifiques, donc hors cursus habituel. Et puis, on voit ensuite que globalement, éveil initiation premier cycle, voilà, il y a un taux de personnes qui est accueilli, là, qui est aussi entre 1,4% et 1,2%. Il y a une grosse rupture de parcours à partir du deuxième cycle. Alors, cette rupture, elle existe pour tous les élèves, mais elle est beaucoup, beaucoup plus forte pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette forte rupture à cet endroit-là? On a interrogé ensuite tout ce qui était dispositif administratif et pédagogique. Qu'est-ce qui est mis en place dans les textes cadres? On se rend compte qu'il y a quand même 94% des structures, ça on était étonné de ce chiffre élevé, qui déclarent ne jamais avoir refusé de demande d'inscription. Donc qui ont finalement toujours réussi à se dépatouiller quand ils avaient des demandes pour inclure les élèves en situation de handicap. On se rend compte aussi que 68% des structures mettent en place des aménagements de parcours. Donc il y a différents types d'aménagements de parcours, ça va être des exemptions de cours, ça va être des durées de cycle adaptées, vous les voyez dans le petit détail après. Ce que je vous propose, quand je vais ultra vite, c'est que le PowerPoint, je vous le laisserai et vous aurez l'occasion d'aller un peu plus en finesse ensuite. Toujours dans les dispositifs administratifs et pédagogiques, sur l'image d'après, j'attends juste qu'on passe à la... Voilà, super. On se rend compte qu'on a 36% des établissements qui proposent des offres spécifiques à destination des personnes handicapées. Et là, je mets un gros point d'interrogation, pas d'interrogation, d'exclamation, un panneau un petit peu vigilance. C'est quoi une offre adaptée pour les personnes en situation de handicap? C'est... le point de vigilance, il est sur le fait que 17% de structures ne proposent que des cours collectifs dédiés. Ça veut dire que la personne en situation de handicap, comme elle est en situation de handicap, on l'expédie dans un atelier fait pour elle. Mais elle veut peut-être apprendre la guitare ou apprendre le violon. Et du coup, on n'étudie pas les autres aménagements qu'on pourrait faire pour l'emmener à autre chose. Donc ça, c'est un petit point de vigilance sur lequel je voulais aussi vous rendre attentif. On a interrogé aussi les pratiques de communication. Déjà, la communication interne. Comment on transmet des plannings, des emplois du temps, des absences, comment on adapte cette communication pour les personnes en situation de handicap. Donc, 61% des structures disent adapter leur mode de communication. Mais, vigilance, les adaptations, c'est souvent de la communication humaine. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas une réflexion globale. Une communication humaine, ça va sur un petit volume de personnes en situation de handicap, mais il n'y a pas de réflexion sur les outils de communication et les adaptations à cet endroit-là. Et sur la communication externe, ça nous tenait à cœur aussi d'étudier cette variable-là, parce que nous, on côtoie beaucoup de directeurs qui nous disent on n'a aucune personne en situation de handicap qui vienne toquer à notre porte, on n'a pas besoin d'aménager quoi que ce soit. Mais pourquoi les personnes ne viennent pas? Alors bon, d'une part, il y a un gros phénomène d'autocensure. Une personne handicapée a un peu peur, on entend conservatoire, école de musique, on se dit bon, c'est élitiste, c'est pas pour moi, il y a quand même encore ces images qui sont véhiculées. Mais aussi, qu'est-ce que l'école de musique fait pour communiquer vers les personnes en situation de handicap? Parce que c'est pas les mêmes canaux de communication. Et là, on se rend compte que alors, il y a 50% des structures qui déclarent effectuer diffuser des informations spécifiques en direction des personnes en situation de handicap, sur l'existence d'une offre adaptée, sur l'existence d'une facilité d'accès, etc. Ça veut aussi dire que c'est 50% des structures qui ne font rien. Et alors, il y a la réflexion sur le contenu, mais derrière, on se rend compte que, vigilance, il y a 84% des structures qui n'adaptent pas leur support de communication. Donc, même si le contenu est réfléchi, derrière, il n'y a pas de réflexion sur est-ce que ce support et les personnes en situation de handicap vont effectivement pouvoir s'en emparer. Là, je vous emmène sur plein de constats un petit peu à plat, et après, en tricotant et en croisant tout ça, on va voir ce qui fait vraiment levier. Sur la politique des ressources humaines aussi, on se rend compte que 62% des répondants prennent en compte le handicap dans leur plan de développement des compétences, c'est-à-dire forment finalement les équipes aux situations de handicap.
Et puis on en a 66% qui mettent les connaissances en direction du handicap dans les recrutements, qui se disent ok, c'est important quand on recrute d'avoir quelqu'un qui est compétent à cet endroit-là. La question du référent handicap, celle-là elle me tient vraiment à cœur et vous allez voir pourquoi. 45% des structures qui déclarent avoir nommé un référent handicap. Alors là j'ai fait le graphique par établissement. Dans les associations, c'est que 26%. Donc, globalement, les associations ont moins tendance à nommer un référent handicap. Et puis, j'ai envie de dire pire, hein, je provoque un petit peu, on interrogeait la nécessité. Est-ce que vous pensez qu'un référent handicap est nécessaire? Globalement, il y a une majorité qui dit oui, mais dans les associations, voilà, c'est beaucoup plus mitigé. Et avec Laurent, on va essayer de vous montrer que c'est nécessaire et que c'est important, le référent handicap. On se rend compte aussi que le référent handicap, en grande majorité, c'est un enseignant qui endosse cette fonction de référent handicap, mais dans les associations, c'est souvent les personnels plutôt administratifs. Je vous parle de ça parce que j'y reviendrai tout à l'heure sur des croisements et sur peut-être des réflexions à faire un petit peu bouger. À partir de tout ça, on s'est dit ok, maintenant on va essayer de construire à partir de critères très très précis, un indicateur qui nous permette de manière très objective de dire quelles sont les bonnes pratiques finalement pour avoir une vraie dynamique inclusive globale au niveau de l'établissement. Ça nous a permis de classifier les établissements en 4 catégories et de voir finalement dans ces 4 catégories, sur les catégories 3 et 4, dynamique inclusive forte et très forte, qu'est-ce qui est commun à tous ces établissements qui ont vraiment des très bonnes pratiques sur des indicateurs très, très objectifs. Donc, je passe sur le données général, on va aller plus vite. Les relations significatives. Clairement, quand il y a un schéma départemental des enseignements artistiques avec des dispositions autour de l'inclusion, on a 75% des structures à dynamique très forte qui sont sur un territoire avec un schéma départemental ayant une réflexion sur l'inclusion. Donc ça, au stade de la CMF, je pense que ça a du sens de le savoir, pour nous aussi, parce qu'on a cet endroit où il faut qu'on fasse lobby aussi en disant les politiques publiques ont un rôle énorme à jouer sur les dynamiques inclusives des établissements. Au niveau des politiques des ressources humaines, le fait de former les professionnels globalement, ça renchérit d'autant plus la dynamique inclusive de l'établissement. Le référent handicap, alors là on a des croisements dans tous les sens qui vont tous dans le même sens. 100% des structures à dynamique très forte ont nommé un référent. On se rend compte, j'en parlais tout à l'heure, l'impact de la fonction principale d'enseignant. Quand le référent est enseignant, on est encore sur une dynamique beaucoup plus forte. Donc voilà, je vous encourage vraiment d'une part à nommer des référents handicap et puis, si possible, à confier ces missions-là à des enseignants. Les effectifs, c'est pareil, les établissements qui accueillent un nombre d'élèves en situation de handicap plutôt élevé ont systématiquement un référent handicap. Et en termes de dispositions administratives et pédagogiques, on a fait un petit tableau avec toutes les dispositions qu'on a interrogées et on se rend compte que chaque fois qu'il y a un référent handicap, et bien voilà, il y a des choses positives sur tous les dispositifs. J'accélère parce que je perçois qu'il le faut. Sur l'offre pédagogique et artistique, effectivement, sur les établissements qui étaient en dynamique inclusive forte, dynamique niveau 3, niveau 4, très clairement, ils ont davantage d'offres personnalisées et de mixité. Ils ne sont pas dans les 17% qui ont que les ateliers dédiés pour les personnes en situation de handicap. Donc ça prouve bien une dynamique un petit peu plus forte. Et pareil pour la communication externe, qui est un levier très important. 100% des structures à dynamique très forte diffusent des informations spécifiques à destination des personnes en situation de handicap. Ça, c'était pour le questionnaire structure. Le questionnaire personnel, il va aller très vite. On a eu 612 répondants, une grande majorité de femmes, je tiens à le souligner. Majorité d'enseignants aussi qui ont répondu, un petit peu de directeurs également. Ça nous a surpris. On leur a demandé, à votre avis, est-ce que vous vous sentez compétent, est-ce que vous avez les connaissances suffisantes pour accueillir les personnes en situation de handicap? Il y en a une majorité, plus de la moitié, qui ne se sentent pas compétents. On leur a demandé aussi, pour vous, c'est quoi les actions prioritaires à mettre en œuvre dans votre structure pour que votre établissement soit inclusif? La formation sort en premier.
Oui, on va retenir que c'est le plan de formation qui sort en premier. Tout ça pour venir à la conclusion et les points d'attention suivants, c'est que on en tire de tout ça les politiques territoriales qui ont un rôle crucial sur des dynamiques inclusives fortes au niveau de l'enseignement artistique. Le référent handicap, il est incontournable. On en était intimement convaincus, Laurent va en reparler. Là, l'étude le montre, il est incontournable pour qu'il y ait une vraie dynamique d'inclusion dans les établissements. La formation et l'accompagnement des professionnels, ça reste aussi une clé, on l'a vu, hein, c'était un facteur de dynamique forte aussi. Donc un enjeu fort de former les professionnels, Laurent reviendra dessus, et la communication qui est vraiment déficitaire. Trop peu de structures communiquent en direction des personnes handicapées, quand elles le font, elles n'adaptent pas leur support. Donc, pour poursuivre la réflexion, parce que là, je l'ai fait en mode express, je vous assure, on a un rapport global qui est en cours de finalisation. Si vous voulez le recevoir, ce que je peux vous inviter, c'est à vous inscrire à la newsletter de Mèche, parce qu'on va la diffuser, et puis la CMF, j'imagine, se fera le relais aussi, mais inscrivez-vous quand même à la newsletter de Mèche, vous aurez plein d'autres informations. Je vous encourage... expliquer notre réseau. Je vous encourage aussi à télécharger et lire le guide dont j'ai mis l'image en pièce jointe. C'est un peu la Bible quand même, quand on ne sait pas trop par quel bout commencer. Le guide donc, qui a été édité par le ministère de la Culture et co-réalisé par Mèche et le ministère de la Culture pour un enseignement artistique accessible. Je pourrais aussi donner le lien à la CMF pour qu'il le relaye. Mais si vous vous inscrivez à la newsletter de Mèche, vous le recevrez automatiquement. Et je vous invite à écouter attentivement Laurent, qui normalement va dans le même sens que moi. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Voilà, effectivement, on se presse un petit peu parce qu'on a un temps qui est contraint, mais vraiment, il n'y avait rien de superflu dans tout ce qui a été dit et on aurait bien pris un tout petit peu plus de temps. Mais de toute façon, on revient juste après sur Mèche de façon un peu plus précise. Alors, on va passer la parole à Laurent, que Isabelle a évoqué à plusieurs reprises, et justement, lui, pour nous développer un peu ce que peut être une approche à travers un projet d'accueil inclusif. Et vous allez voir qu'on va retrouver un peu tous les items qui ont été développés. Je crois qu'au-delà, l'intérêt aussi de présenter cette étude, au-delà d'avoir un peu une vision de la façon dont les gens répondent, etc., c'est qu'on a bien vu tous les items finalement importants qui apparaissent, à la fois la dimension physique des bâtiments, la formation des personnels, le projet tel qu'il est pensé au départ, etc. Donc voilà, donc la parole à Laurent pour nous développer un peu ce que peut être un projet d'accueil inclusif. Voilà. À vous, Laurent. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Et je confirme, Isabelle, on est bien sur la même longueur d'onde. Revenir simplement sur ce qu'a dit Isabelle par rapport à l'information, et c'est parfaitement juste, il y a vraiment une autocensure des personnes en situation de handicap. La question de la communication, elle est vraiment très importante. C'est l'histoire du conservatoire de Caen, et pour que ça fonctionne, tout simplement, moi j'ai rencontré les établissements spécialisés, je me suis déplacé, et ça, je pense que c'est une des missions du référent, cartographier un peu qui accueille quelle personne sur un territoire et être en capacité de se parler, parce qu'il y a des peurs, ça c'est évident. Et j'ajouterais aussi... C'est bon, vous m'entendez? Allez-y, reparlez un peu. Vous m'entendez? Ça fonctionne? Ça marchait en tous les cas. De mon côté, je vous entends très très bien. Désolé. Est-ce que c'est mieux? Peut-être que votre micro, il est bien ouvert, Laurent? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon, on va peut-être enchaîner le temps. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui a démarré un enregistrement, visiblement.
S'il se déconnecte, je reconnais. Je peux me déconnecter et me reconnecter. Il se déconnecte. Ouais. Bon, il va falloir vous déconnecter et puis on se reconnecte. Peut-être en attendant, je réinterroge peut-être Isabelle. Dans les préconisations et dans les pistes que vous voyez, donc vous parlez des politiques territoriales. Comment, d'après vous, comment est-ce que vous voyez un peu parce que les politiques territoriales, par définition, elles dépendent un peu des politiques, en l'occurrence. Comment des réseaux comme le vôtre et comme le nôtre peuvent agir sur ces politiques territoriales? Puis j'ai envie de dire même, comment est-ce qu'on peut agir ensemble? Alors oui, à différents endroits. Au niveau, premier endroit d'agissement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais oui, d'intervention, c'est au niveau national. On a pas mal milité, nous, avec Mèche, au moment de la rédaction du SNOP, qui est tout fraîchement sorti, Schéma national d'orientation pédagogique. Alors certes, il contraint, ou en tout cas c'est la ligne directrice pour les établissements classés, mais ça reste finalement un document cadre pour tout l'enseignement artistique, pour que les notions de handicap apparaissent enfin dans ce document, parce que ce n'était pas le cas. Pour que le référent handicap soit aussi nommé à cet endroit-là. Donc c'est un premier levier pour Mèche et pour la CMF d'endroits où on peut agir. Après, au niveau des politiques territoriales, pour moi, l'endroit principal, c'est les départements et les schémas départementaux des enseignements artistiques. On accompagne, nous, 2 départements de manière un peu plus fine en région parisienne, et très clairement, les établissements sont en avance. C'est des départements, donc c'est le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine pour les nommer, qui ont inclus, qui ont réfléchi, qui ont mis dans leur texte cadre et qui financent aussi des actions d'accompagnement, qui financent en partie Mèche, pour qu'on puisse accompagner les établissements dans leur dynamique d'inclusion. Et ça, c'est des vrais leviers en fait. Donc pour moi, l'idée, et là où on peut aussi, je pense, agir main dans la main avec un réseau comme la CMF qui représente énormément de structures, c'est de pouvoir un petit peu faire bouger les départements et puis inscrire des dispositions inclusives dans les textes des schémas départementaux, des enseignements artistiques. Merci. Profitons-en peut-être pour voir s'il y a déjà des premières questions par rapport à ce qui a été évoqué déjà dans la première partie de la présentation. On est en train de travailler sur le son. On va reprendre avec Laurent. Je pense que pour moi c'est tout bon. Hein. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Première question. Alors, il y a un micro là. Oui, du coup, je travaille c'est lui qui a coupé le micro. En tout cas, je ne l'ai pas. Si, il a son micro d'allumé. Notamment dans le droit culturel. Comment est-ce que là, on est sur des dispositifs qui, en fait, accompagnent et intègrent, on va dire, les personnes en situation de handicap, mais comment est-ce que, finalement, vous travaillez sur les personnes en situation de handicap qui, elles-mêmes, accompagnent le déploiement au sein des établissements et plus largement dans nos sociétés musicales pour que ce soit elles qui soient motrices. Je vois là sur le Chancine, par exemple, qu'on a intégré, on travaille avec l'Orchestre d'Avignon, l'Orchestre national d'Avignon, et une association. C'est la sortie ici qui s'est coupée. Pour que le projet se fasse avec eux et pas, c'est pas que du surtitrage, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la partie artistique, il apporte elle-même. Alors, effectivement, au niveau de Mèche, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'on ne se déconnecte pas du terrain. Et tous les dispositifs d'accompagnement qu'on peut porter à différentes échelles, et je vous les expliciterai tout à l'heure quand je vous présenterai un peu ce que fait Mèche. L'idée, c'est qu'en fait, on n'a pas la science infuse, clairement. On observe beaucoup ce qui se passe sur le terrain et on compile finalement. On sème un peu les petites graines, on fait parler les gens et puis on compile, on façonne et puis on en tire après des outils, etc. Mais l'idée, c'est effectivement surtout pas d'être dans quelque chose de descendant, mais au contraire de prendre ce qui vient du terrain. Alors c'est vrai que nous, finalement, nos premiers publics, les publics finaux de nos actions, c'est bien sûr les personnes en situation de handicap, mais nos publics principaux avec lesquels on travaille, c'est les professionnels des structures d'enseignement artistique. Mais on s'appuie énormément sur ce que eux nous font remonter
dans les formations qu'on propose, dans les réseaux de référents, on anime énormément de réseaux de référents territoriaux, et c'est des moments où les personnes se livrent sur les problématiques qu'elles rencontrent, et tout ça on mutualise, on capitalise, et puis c'est comme ça qu'on construit finalement petit à petit aussi nous notre intervention, et qu'on fait remonter les besoins dans, je disais, le SNOP au niveau du ministère de la Culture, ou au niveau des départements, en disant mais c'est à cet endroit-là finalement qu'il faut agir et qu'on a des besoins. La communication, c'est aussi de se rendre compte que bah oui, les personnes en situation de handicap, c'est quoi ce qui les touche, et c'est quoi les outils et les contenus qui les touchent. Donc c'est pour ça qu'il faut retravailler ces questions de communication, parce que globalement les établissements se les posent pas forcément aux bons endroits, quoi. Merci. Yves. André, il y a Yves aussi qui a une question. Attends. Oui, c'est concrètement comment les petites structures, écoles de musique associatives, doivent réagir quand une famille arrive avec un enfant handicapé, quel que soit le type de handicap. Parce qu'on est souvent démunis et on ne sait surtout pas si on applique les bonnes solutions. On se débrouille, on adapte selon les handicaps qu'on rencontre, mais on est toujours en questionnement pour savoir si on fait bien. Après, je ne sais pas si Laurent est avec nous. Oui, je vous entends très bien. Non, pas encore. Mais il entend la question. Ouais, j'ai envie de dire, si vous vous posez des questions, c'est que vous êtes forcément dans la bonne démarche. Et l'adaptation, vous avez parlé d'adaptation et de débrouille. Moi, c'est des mots qui me plaisent plutôt bien. Je disais, il y a la question du référent handicap. L'avantage d'avoir une personne au sein de l'équipe qui endosse cette fonction de référent handicap va pouvoir, d'une part, peut-être se former davantage sur un certain nombre de questions, compiler des outils, des ressources, et va pouvoir aider aussi bien les collègues que les... Moi, je vous entends très très bien, en fait. Ah bah ça y est, vous êtes revenu. Peut-être c'est mon téléphone que vous entendez là. Ça marche. Ça marche. Bon, bah, écoutez, de mon côté... Alors, je ne sais pas si la réponse était complète. En tout cas, voilà, il y a cette idée d'avoir au sein de l'équipe un référent handicap, quelqu'un qui va pouvoir un petit peu peut-être faire partie d'un réseau de référents handicap aussi et relayer les problématiques que vous rencontrez dans votre dans ce que vous disiez être une petite école, et voir comment d'autres petites écoles se dépatouillent avec tout ça aussi. Et après, il y a des personnes ressources, alors des structures ressources, des structures de personnes en situation de handicap sur le territoire qui peuvent être interrogées aussi. C'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire, d'interroger l'environnement de la personne en situation de handicap qui savent aussi et qui peuvent être ressources. L'AVS que l'enfant a à l'école, par exemple, voilà, c'est des personnes qu'il ne faut pas mettre de côté. Et puis, pour le coup, alors j'anticipe un peu aussi sur la présentation de Mèche, on a nous un service d'information permanent qui est ouvert 4 matinées par semaine, où vous pouvez quand vous avez un cas précis, une problématique, vous pouvez nous poser la question. On a une personne qui prend le temps de répondre par mail, par téléphone, d'outiller un professeur qui a un élève avec des troubles lys, qui ne sait pas comment adapter sa partition, par exemple. Donc, n'hésitez pas, on est là et on est financé aussi pour ça, pour vous aider au cas par cas. Merci. Une petite question, Yves, après on reprend avec Laurent, puisque ça y est, il y a une technique qui a été trouvée pour l'entendre. Oui, donc moi, j'interviens dans une école municipale. Peut-être on va en parler après. Ma question, elle est sur le financement d'un référent. Est-ce un bénévole ou pas? Et depuis 20 ans, nous accueillons différentes catégories de personnes en situation de handicap, enfants et adultes, toujours en bidouillage, comme ça, ou par des ateliers qu'on a inventés. Et puis, voilà, des ateliers de percussion, sur corporelle, mais on n'a pas de financement. La mairie nous dit on est au max. Est-ce que la mairie peut trouver des financements pour payer des heures de prof en plus? Voilà, comment faire pour trouver des financements pour développer notre capacité à accueillir des personnes en situation de handicap? Comment faire et où, auprès de qui? Peut-être qu'il y aura des solutions après. Laurent? Oui. Je vais répondre. Est-ce que vous m'entendez? Alors, non, ça reparti. Vous m'entendez? Alors, vous m'entendez? Alors, attendez, quittez pas, c'est drôle le gars, qu'est-ce que c'est? Mais un peu. Peut-être réponse. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Là, je suis avec mon téléphone, là.
Ça va? Vous m'entendez? Oui, c'est bon? D'accord, très bien. Bon, bah, écoute, je prends du coup, je vais répondre à la question, ça va être un petit peu dans le désordre, pour la question des financements. Mais là, je crois que vous m'entendez bien? Oui, bon, parfait, parce que je confirme. Très bien. Donc, cette question-là, elle est traitée de manière très différente, qu'on soit dans le public ou dans les écoles associatives. En tout cas, pour le public, souvent, ils font appel à ce qu'on appelle l'ISO, la partie fixe et la partie variable. Et parfois aussi, on voit des décharges de temps de cours. C'est bon, vous m'entendez ou pas, là? Oui. Bon, on va s'en sortir. Hein. Je crois d'ailleurs que pour les écoles associatives, Dominique m'en avait parlé, je crois que vous avez une fonction référent qui donne de fait accès à un indice supplémentaire. Après, la question du financement, souvent ça se traite avec les mairies. Je ne connais pas de mairies pour l'instant qui n'ont pas été sensibles à cette dimension-là. Et quand on demande souvent d'ouvrir un peu sur les publics empêchés, même si c'est pas grand-chose, parfois c'est 1 heure, 2 heures, mais logiquement, on doit quand même avoir une écoute et une oreille attentive. C'est à peu près ce que je peux vous dire sur la question. En tout cas, il y a la prime ISO qui est là. Parfois, c'est des heures supplémentaires. Parfois, c'est une décharge de temps de cours. Et parfois aussi, c'est une NBI, c'est une notification bonus indiciaire. C'est un peu les leviers que je vois. Hein. Vous voyez, pour moi, sur Caen, par exemple, j'avais 4 heures sup par semaine, mais on était quand même sur un gros établissement. Donc, cette question-là, elle est sensible. Et je crois qu'il n'y a pas de réponse. Il y a autant de réponses qu'il y a de collectivités ou de mairies. Malheureusement, ce n'est pas simple. Voilà, donc je ne réponds pas forcément à la question, mais je ne vais pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Sur toutes les formations, la question est constamment posée. Hein. Voilà, si vous m'entendez bien, je vais continuer sur la question de la formation. Surtout, n'oubliez pas sur les formulaires d'inscription de mettre une petite coche pour que les parents puissent vous indiquer si l'enfant a... Vous m'entendez toujours? Oui, voilà. Si l'enfant a des besoins éducatifs particuliers. Ça, c'est important. Quand je suis arrivé à Caen, a priori, donc en 2010, il n'y avait pas d'enfants en situation de handicap. Et après avoir fait ce formulaire, on s'est rendu compte que finalement, il y en avait beaucoup et que les parents ne nous indiquaient pas qu'il y avait des petits soucis. Et nous, bien sûr, derrière, on ne pouvait pas activer l'aide que l'on pouvait mettre en place. Revenir un peu sur l'histoire, en 2014 est sortie une notification du ministère qui s'appelait « Redonner du sens à l'engagement financier de l'État en direction des conservatoires ». Et là, on a vu apparaître une phrase qui était la formation des citoyens à l'art et par l'art. Donc ça, c'était une phrase très importante et un grand tournant, je trouve. C'est qu'on nous demandait à ce moment, bien sûr, de continuer tous les enseignements traditionnels, mais d'apporter aussi une autre dimension. Et cette dimension, on l'a vu après arriver, en fait, c'est l'EAC, c'est l'éducation artistique et culturelle. Donc là, je pense que dans cette former des citoyens à l'art, c'est développé aussi via ce que l'on propose dans le conservatoire ou l'école de musique, tout ce qui a trait à la socialisation, l'estime de soi, les habiletés cognitives, digitales, la motricité fine. Enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre dans cette valeur-là. Alors, souvent, la question du financement comment dire, la question est posée, mais j'ai envie de dire, on peut faire aussi des choses sans pour autant avoir de gros moyens. Par exemple, il m'est arrivé dans des conservatoires de mettre en place des conventions avec des IME, justement pour que les élèves en situation de handicap, encadrés par un éducateur, puissent avoir accès au conservatoire. C'est une simple convention, et ça fonctionne très bien. Ah, je reprends mon téléphone. Oui, tout à fait. Voilà. Du coup vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends plus, donc je prends mon téléphone. Hein. Et chose simple aussi, et qu'on oublie, c'est faire venir des personnes en situation de handicap pour une visite.
dans nos établissements, ça a du sens. Nous, on est habitués à travailler dans un contexte, on ne s'émerveille plus finalement de l'endroit où on est, mais ce sont des personnes qui n'ont pas du tout, qui se déplacent que très rarement, et les faire venir, les encadrer pendant 1 heure et leur faire voir un peu notre environnement, eh bien ça aussi, ça a du sens. Hein. Donc, il y a des choses qui nécessitent des moyens, mais il y a des petites choses pour commencer qui nécessitent peu de moyens, voire pas de moyens, et c'est une entrée en matière. Alors, la notion de parcours maintenant. Tout à l'heure, Isabelle parlait de 2,5%, c'était la moyenne, je crois, des retours. Bon, je crois que ce chiffre-là, en effet, je partage ce que dit Isabelle, c'est compliqué d'en tirer quelque chose de vraiment très précis, puisque est-ce qu'il s'agit d'élèves qui sont en intégration ? C'est-à-dire, en gros, la différence entre l'inclusion et l'intégration. Dans l'intégration, on demande à quelqu'un, excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais de se soigner pour rejoindre la norme, ou est-ce que c'est l'inclusion? Parce que dans tout ce qui est inclusif, c'est chacun qui devient la norme. Donc, les 2,5% d'élèves qu'il y a par rapport à cette enquête, est-ce qu'ils sont réellement en inclusion, ou est-ce que ce sont des élèves qui peuvent suivre des parcours, on va dire, normés, ordinaires? Ça, c'est une vraie question. Donc, peut-être que Isabelle répondra à ça. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle ait la réponse, mais je pense qu'on peut tout à fait interroger ça. Alors, je vais très, très vite. Hein. Donc, la notion de cycle. Donc, sur Caen, ce qu'on a mis en place, c'est la possibilité de suivre à 3 niveaux. Donc, le cycle, que vous connaissez tous, hein, on n'a rien changé. L'évaluation, bien sûr, elle est normative, c'est diplômant, et on met simplement en place ce que la loi nous oblige à mettre en place, ça s'appelle les tiers-temps compensatoires. Donc ça, c'est facile, voilà. C'est pas un tiers de temps de plus de cours, c'est juste un tiers de temps pour préparer l'ensemble des épreuves. Après, les parcours personnalisés, donc l'évaluation, là, elle est formative, c'est non diplômant. Par contre, on donne une attestation. Hein. Donc, cette notion de parcours personnalisé, elle est très importante. Et à partir du moment où on passe en parcours, pour moi, on va vers quelque chose qui s'apparente plus à de l'éducation artistique et culturelle plutôt qu'à l'enseignement au sens où on l'entend. Je vais détailler ça après et vous dire le pourquoi je dis ça. Et ensuite, on a mis en place des ateliers avec la vigilance dont a parlé Isabelle. Quand on est en situation de handicap, il faut tendre, bien sûr, vers la, entre guillemets, la normalité. Maintenant, il faut aussi se rendre à l'évidence. Il y a des enfants et des adultes, et j'en ai eu plein. Pour vous situer, on a 220 élèves handicapés au Conservatoire de Caen. On en a entre 30 et 40 qui sont soit sur un cycle, soit sur un parcours personnalisé. Tous les autres élèves, je parle ici de l'autisme bicanaire ou de troubles très envahissants, troubles de comportement, personnes dans des coques avec voilà, donc c'était et les personnes aussi qui manifestent pas. Moi, j'en ai eu beaucoup qui me disaient simplement j'ai envie de faire de la musique sans identifier un instrument particulier. Donc là, il faut bien prévoir quelque chose pour les encadrer et au mieux. Et donc là, je ne vois pas comment on peut faire si on n'a pas un atelier. En plus, il y a des moyens maintenant qui permettent de simplifier le geste instrumental. Je pense en particulier à l'informatique musicale. Mais ça nécessite encore une fois une vraie volonté politique ou peut-être se dire partager la galette. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas prévoir une partie du budget pour s'équiper en instruments spécifiques? Ce qui n'est pas spécifié, après, c'est la durée du parcours. Je pense que l'idée, ce n'est pas de faire plaisir aux personnes en situation de handicap en donnant un tout petit peu, c'est de réfléchir sur une durée. Et on a toujours considéré qu'il faut environ 2 cycles, à savoir entre 8 et 10 ans à une personne neurotypique pour acquérir, on va dire, des réflexes d'autonomie. Comment peut-on penser qu'un parcours beaucoup plus court suffirait à une personne qui est en situation de handicap? Donc là-dessus, nous, on a adopté un principe qui était un parcours, là je ne parle pas du cycle, là, je parle bien du parcours, c'est 10 ans. Voilà, c'est 10 ans. Hein, c'était à Caen, c'est 10 ans. Bon, le SNOP, j'en ai parlé un petit peu, je fais très vite. Donc, est apparue dans le SNOP la notion de référent. Ça, c'est vraiment très important. Et grâce au travail de Mèche en particulier et d'autres, enfin, on a été entendu par le ministère et on voit que les parcours sont nommés, identifiés et c'est un schéma d'orientation. Bien sûr, ce n'est pas un schéma directeur, mais je pense que par esprit d'uniformisation sur un territoire, parler de parcours aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très bien.
Maintenant, je vais vous parler de la création artistique, sur le principe de mixité, parce que là, en plus, moi, je suis très attaché à la CNF. Si j'ai pu faire ce métier, ben, c'est grâce à la CNF. Et si j'ai pu monter ce projet à Caen, c'est avant tout par une entrée en matière qui a été la création artistique. Ça, c'est quelque chose en musique, en tout cas, et en danse aussi, qui est relativement facile. Le problème, c'est de trouver les budgets pour avoir un compositeur. Alors là, c'est un appel que je fais à la CNF. Est-ce qu'il ne serait pas possible de penser une création, enfin de commanditer une œuvre à quelqu'un qui composerait pour orchestre d'harmonie et de la proposer à vos fédérations? Hein, donc ça fonctionne très bien. Il s'agit de prendre contact après avec un établissement recevant des publics handicapés et de travailler tout au long de l'année pour l'élaboration de cette création. Je saute un peu du coq à l'âne, mais bon, voilà, je me sens un peu pressé, mais bon, on va respecter ça. Maintenant, je vais vous parler de l'identité professionnelle. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une personne en situation de handicap, est-ce qu'on est enseignant, est-ce qu'on est éducateur ou est-ce qu'on est musicothérapeute? La question est souvent posée. Hein, l'identité professionnelle, c'est ce qui nous relie à notre parcours. C'est comment je me situe dans ma fonction au regard de mon parcours et comment les autres me situent dans la fonction que j'occupe au sein du conservatoire ou de l'école de musique. Ça, c'est fondamental d'aborder ce point-là. Donc ça, c'est un travail d'équipe. Et bien évidemment, on est enseignant. Mais dans le AC, on a vu tout à l'heure qu'il y a des valeurs d'éducation. Hein, après, il faut les nommer. Il y a des grilles par rapport à ça. Et aujourd'hui, les neurosciences, si vous vous intéressez à la question, écoutez ce que Emmanuel Bigan nous dit sur la magie du cerveau et qu'est-ce qui se passe quand on pratique et quand on écoute la musique, évidemment que la pratique musicale va changer un petit peu, on va dire, les choses d'un point de vue neuronal et tout ça fait sens dans un seul et unique métier qui est le métier d'enseignant. Mais voilà, je pense qu'il faut travailler un petit peu cette chose-là. Donc sur le référent handicap, au-delà du fait que c'est compliqué de trouver un financement, donc c'est une fonction. Hein, c'est une fonction. Avant tout, pour moi, c'est un maillon indispensable dans la chaîne de l'inclusion. C'est un contact identifié qui est responsable. Alors pour nous, c'était un département, mais nul besoin de parler de département quand on est dans une structure un peu moins grosse. C'est un lien entre le conservatoire, les structures et les usagers, et c'est un expert pour orienter et accompagner les usagers, mais aussi les enseignants. Le profil, souvent, c'est un enseignant. Je vois beaucoup d'établissements qui ont tendance parfois à nommer un administratif. Je trouve que ça me gêne un petit peu. Hein. Ça se fait, malheureusement. Je trouve que c'est compliqué, sauf à dire que cette personne, souvent c'est un personnel d'accueil, doit être relié à la pédagogie. Mais c'est beaucoup plus simple quand même quand on a un enseignant qui est formé sur les approches pédagogiques spécifiques et un enseignant qui est formé sur les typologies de handicap, ce que propose Mèche. Hein. Voilà, je ne fais pas de prosélytisme, mais bon, il travaille la question depuis très très longtemps et les personnes qui suivent ces formations en reviennent avec quand même un savoir qui leur permet d'appréhender cette fonction avec beaucoup plus de sérénité. Alors, ce qu'on a mis en place, nous, sur Caen, et je vais encore une fois aller très vite, c'est qu'après un entretien préalable avec l'élève ou ses représentants légaux, on mettait en place ce qu'on appelle un contrat. Donc, un contrat, c'est quoi? C'est un entretien donc, avec l'élève, on prend en compte le souhait de l'élève, on relève les atouts et les difficultés, parce que chacun a des atouts, mais il y a aussi des difficultés. On oriente en fonction des cadres existants, d'où l'importance d'avoir les cadres, de les nommer, hein, entre le parcours, le cursus ou l'atelier. On contacte les futurs enseignants, on s'assure que chacun ait bien pris connaissance du contrat, ce qui est mis dedans, et on apporte les conseils pédagogiques si besoin. J'ai beaucoup de collègues qui n'ont jamais eu besoin de mes services. Être pédagogue, c'est aussi avoir la capacité de s'adapter, et je pense que s'adapter, c'est possible dès lors que le cadre le permet. Tout pendant qu'on est dans un schéma où, au bout de 4 ans, l'enfant doit passer devant un jury, et c'est compliqué. Donc, il faut un cadre beaucoup plus souple, et c'est le fameux parcours. Donc ça, je pense que c'est fondamental de travailler là-dessus. Après, l'évaluation, donc, bien sûr qu'il faut évaluer, mais qu'est-ce que c'est qu'évaluer? C'est apporter une valeur.
Oui, mais laquelle? Alors, on sait tout à fait évaluer des élèves en classe de clarinette, par exemple, au bout de 4 ans, sauf que, pour moi, la personne qui vient juger, c'est-à-dire le jury, souvent voit les choses en fonction de ses valeurs à elle. Alors que je trouve que dans l'évaluation, ce qui est intéressant, c'est de dire au jury quelles sont les choses que j'ai voulu travailler avec cet élève. Et là, ça rejoint la notion de handicap. C'est-à-dire pas être dans la comparaison formative par rapport aux autres élèves, mais de dire au jury, voilà, bien, écoute, cet élève a une particularité. En fonction de ça, il ne suit pas comme tout le monde et je te demande de lui apporter quelques petits conseils, non pas pour lui donner diplôme, mais simplement pour l'aider. Parce qu'être en situation de handicap, ça ne signifie nullement ne pas être exclu de l'évaluation. Donc je pense que tout ça, c'est vraiment du cas par cas. Et là, on est en plein dans le job du référent. Et pour terminer, je vais parler du projet d'établissement. Ça, je pense que c'est une démarche qu'il faut inscrire dans le projet d'établissement pour un portage politique. C'est là où souvent le bas blesse. J'étais avec des collègues hier en visio, me disaient, mais moi, j'ai vraiment envie d'ouvrir, mais je n'ai pas de portage politique. Alors, je pense que l'idée de directeur, de la fonction de direction, elle inclut une fonction de technicien. Je crois qu'on ne peut pas demander tout aux élus. C'est tout à fait logique qu'ils ne soient pas forcément au courant de tout ça. Mais la direction est peut-être là aussi pour apporter conseil et éclairer un peu nos élus. Et une fois que tout ça est mis en place, je pense que dans le projet d'établissement, puisque c'est tripartite, un projet d'établissement, eh bien, on peut inclure, alors Paris, c'est pas fait en un jour, évidemment, donc là on est sur la durée d'une mandature, donc je vous ai donné quelques petites choses à faire simples et qui ne nécessitent pas de moyens particuliers. En fonction, on peut très bien réfléchir en termes de durée. Qu'est-ce que d'ici à 5 ans, qu'est-ce qu'on met en place? Et pour terminer, sur la formation professionnelle, je pense que c'est aujourd'hui en train de se mettre en place d'une manière tout à fait pertinente pour toutes les écoles en régie, puisque ce sont les CNFPT qui portent la formation. Après, il y a des réseaux locaux, je pense en particulier à ce qu'on vient de faire avec Mèche sur Lille, où là, Mèche est intervenu parce qu'on a eu un financement qui était haut, qui n'était pas, je crois, Isabelle, tu me reprendras si je raconte des bêtises, qui n'était pas uniquement un projet CNFPT, mais peut-être, du coup, ça je vous le dis parce que je l'ai fait, je pense que vous êtes relié à Uniformation, et parfois il y a des choses possibles en ayant pour que le CNFPT puisse s'associer à Uniformation pour avoir des formations ouvertes justement à tous nos collègues qui travaillent dans le milieu associatif. Voilà, je pense que le timing est bon là. J'ai pas été trop bavard, je pense. J'ai été élève dans l'établissement en 1989 jusqu'en 1999 et j'ai une élève dans la scolarité. D'un enseignement pianistique, puisque je joue du piano, je suis pianiste. Un enseignement de formation musicale braille,
parce que je lis en braille depuis le CEP, alors que je suis montréalaise. Et donc, depuis 4 ans, j'occupe ce poste de soutien musical. Donc, qu'est-ce que le poste de soutien musical? En fait, on aide les élèves à travailler leurs instruments en dehors des cours. Donc, on est répétiteur, on les aide à déchiffrer leurs morceaux, leurs partitions en braille ou en écriture ordinaire, qu'on appelle dans notre jargon le noir. Hein. Voilà, donc on est 3 soutiens musicaux. Donc ça va me permettre de faire le lien avec le pôle musique de Ninja. Donc on est 13 en tout, 10 professeurs et 3 soutiens. Donc on a 6 professeurs de piano, un professeur de saxophone, un de guitare, un de trompette, un de batterie et un qui enseigne aussi à la fois le piano et le violon. Donc on a aussi, donc on est 3 soutiens musicaux, plus le pôle d'accord-facture qui permet à des élèves non-voyants et voyants de passer le CAP d'accordeur de piano qui se fait sur 3 ans. Donc l'Institut a toujours été une école de musique, en fait, depuis sa création, donc sa fondation déjà dans le courant du XVIIIe siècle et son ouverture dans le courant du XIXe siècle, sachant que Louis Braille, qui était musicien, y a été élève, et c'est lui-même qui a créé le système de notation Braille, de Braille ordinaire, de Braille littéraire, mais également de Braille musical. Donc, en fait, je vais vous montrer rapidement, je ne sais pas si vous pouvez voir la différence entre une partition ordinaire et une partition Braille. Donc, en fait, la différence, c'est que les partitions ordinaires se lisent en colonne, se lisent sous forme de portée, alors que nous les braillistes, on doit mémoriser tout un tas de signes pour lire une seule mesure. Donc, ça peut être des notes, ça peut être des doigtés. Donc là, je parle essentiellement du piano. Hein. Ça peut être les clés d'octave, les signes de nuance, etc. Donc, la différence, c'est que nous, on peut faire circuler le document. Oui, voilà. Donc nous, en fait, on est obligé, pour apprendre les partitions, les œuvres, de mémoriser en déchiffrant mesure par mesure. Donc je parle particulièrement du piano parce que c'est mon instrument de prédilection. Donc un pianiste, il sera obligé de s'asseoir devant l'instrument et d'apprendre mesure par mesure, d'abord la main droite, après la main gauche, de jouer chaque main, chaque mesure au piano, puis après d'assembler. Et ceci pour tout le morceau. Donc ça demande un très grand travail de mémorisation et d'attention surtout. Voilà, il faut vraiment faire très attention aux symboles, aux signes qu'on a sous les doigts. Et du coup, cet apprentissage du braille musical, il se fait sur 6 ans, parce qu'on a 6 ans de solfège. Au départ, on avait 4 ans, mais on a décidé de scinder 2 années en 2 ans, parce que le programme est trop lourd et pour 2 élèves, c'est pas forcément évident de tout apprendre en 1 année, sachant qu'eux-mêmes ont déjà beaucoup de contraintes scolaires plus médicales, parce que l'Institut national des jeunes aveugles, c'est aussi un institut médico-social où les élèves ont beaucoup de prises en charge annexes, comme l'apprentissage du braille, les prises en charge de l'autonomie, comme les activités de la vie journalière, la locomotion et d'autres prises en charge encore autres, purement médicales, comme des soins ou entretiens psychologiques. Donc, pour revenir un petit peu sur le fonctionnement du pôle musique, on a on donne 3 concerts par an durant lesquels nos élèves jouent, tous instruments confondus.
On a aussi la participation de deux chorales. On a une chorale d'élèves de primaire, vu que les cours, en fait, on prend les élèves à partir du CP jusqu'à la terminale, et on a aussi une chorale de collégiens. Donc, on a aussi, depuis quelques années, on fait tout pour mettre en œuvre un partenariat avec des conservatoires parisiens pour le conservatoire du 7e arrondissement, qui est le plus proche de notre établissement, vu qu'on est situé dans le 7e. Et donc, les élèves du conservatoire du 7e viennent jouer avec les nôtres. Et c'est vrai qu'on a eu affaire à quelques réticences encore de la part des professeurs du conservatoire par rapport à la manière dont nos élèves peuvent se débrouiller avec une partition. Ils se demandent comment ils peuvent apprendre, mémoriser un morceau. Donc, nous, on essaie quelque part de faire tomber les barrières, en leur montrant que c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, on a donné des concerts récemment, dont un pour la fête de la musique 2022, durant lequel nos élèves ont fait des quatre mains avec des élèves du conservatoire du 7e. Voilà, et on essaie aussi de faire rentrer des élèves brillants en instruments au conservatoire. Et là aussi, on a malheureusement eu affaire à quelques refus, parce que il y a aussi cette réticence, ces a priori par rapport au fonctionnement du jeune. Donc, voilà en gros ce que je peux dire. On essaie aussi d'ouvrir une classe CHAM à l'Institut. Voilà, une classe partagée entre enseignement musical et scolaire. Donc là, on est en train de peaufiner le projet. C'est encore à l'étude, parce que c'est encore très incertain. Il faut mettre en place, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, c'est aussi difficile à réaliser par rapport à toutes les prises en charge que l'élève peut avoir dans la semaine. Mais on y travaille, et puis surtout, on fait tout pour développer les ouvertures sur l'extérieur. Voilà. Donc, moi, pour conclure, je dirais que apprendre un instrument, même quand on est non-voyant, c'est tout à fait possible. Moi-même, je l'ai fait, je l'ai fait depuis très longtemps, depuis l'âge de 6 ans. C'est tout à fait possible avec du travail, de la volonté, de la persévérance. Et que, il faut favoriser justement ces échanges entre voyants et non-voyants, parce que c'est ce qui fait la richesse des relations humaines. C'est sûr que les obstacles, ils sont là. C'est sûr, il y a des embûches à surmonter, mais si chacun est mis du sien, moi je pense que on peut les surmonter. Et puis, à l'INJA, on est tous solidaires par rapport à ça, que ce soit moi-même, mes collègues, et puis dans la direction aussi. On a un directeur qui est très impliqué dans la musique et qui nous soutient beaucoup. Donc, il faut que ça continue. Moi, j'ai que ça à dire. Et voilà, en gros, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Aude, pour ce témoignage. Je crois que la conclusion est non seulement belle, mais très intéressante. C'est vrai que, et ça a été dit finalement aussi par Isabelle et par Laurent, l'évolution de la loi d'ailleurs a été positive dans ce sens-là, c'est que quelque part on inverse la charge de la preuve, on ne considère pas les personnes malvoyantes, non-voyantes ou dites en situation de handicap comme des problèmes, mais comme des personnes, je dirais, comme les autres. Et à partir de là, elles apportent aussi des choses au groupe. Et le fait, effectivement, peut-être qu'il y a besoin de processus un petit peu particuliers, etc., on le voit bien pour apprendre, mais on voit d'ailleurs toutes les compétences vraiment particulières qui peuvent être développées, enfin qui sont bien plus importantes qu'un apprentissage classique, et on peut imaginer tout l'aspect positif que peut apporter le fait qu'il y ait une rencontre entre ces publics-là. Et donc, effectivement, dans des écoles ou des conservatoires, je dirais, plus classiques, le fait de prévoir et d'intégrer des personnes dans des situations comme cela, ça peut être aussi très positif. Ce n'est pas un problème à prendre en compte. Alors, comme on a commencé quand même en retard, avant de repasser sur des questions, on va passer la parole
à nos amis des CMF qui ont mené des expériences pour voir un petit peu concrètement dans le réseau de la CMF quelles démarches ont pu être mises en œuvre et avec quels outils, quels freins, quelles difficultés, quelles bonnes idées. Voilà. Dominique, je te laisse commencer. Alors, ce n'est pas mon nom, c'est au nom de Arlette Brison que je représente, puisqu'elle est absente pour ce congrès. Elle m'a écrit un petit texte pour que je puisse faire un témoignage de sa part. Donc, il y a 12 ans, je me suis posé la question, est-ce que tout le monde a accès à la musique? Je suis allé dans les crèches, les maternelles, les quartiers sensibles et les EHPAD. J'ai une amie qui avait un fils trisomique à la maison et qui me disait que son fils n'avait pas d'activité, rien n'était accessible. Voilà la solution à mon questionnement était résolue. Je suis allé voir le directeur du CRD de Châtellerault, Jérôme Chrétien, qui m'a donné carte blanche car il avait ouvert ce genre d'atelier en Bretagne sous le nom de Mosaïque que j'ai conservé. Avant de prospecter, je devais me former pour entrer dans un monde qui n'était pas le mien. PEA d'accordéon de concert et directrice adjointe de conservatoire, avec une formation classique, il fallait oublier 40 ans de ce chemin. Via le CNFPT, j'ai donc suivi 2 formations inversées. D'abord celle pratique avec un orchestre de 20 musiciens en situation de multi-handicap et l'autre théorique un peu plus tard. Nous devons composer une pièce et la restituer avec un groupe de 5 musiciens multi-handicap. Cette première expérience a augmenté mon humilité face à ce monde qui m'était étranger. Mais la bonne nouvelle était que mon désir aigu de continuer sur cette voie. Publicité faite, 5 personnes se sont présentées. 6 mois plus tard, pour établir un contact de confiance avec ou non verbalisé ou peu. Première audition au bout de 8 mois avec une petite composition que j'avais écrite et à ma grande surprise, j'avais un peu peur, une salle de 500 spectateurs, le bruit, l'inconnu pour eux. Je leur ai dit, nous sommes comme au conservatoire et la pièce Passeur de son a été restituée comme entre nous, mais avec le partage en plus. La joie des parents de voir leur enfant épanoui a été une belle récompense. Pendant 12 ans, nous avons découvert ensemble une façon de communiquer rythmiquement, mélodiquement, par le biais de divers instruments, le marimba, le djembé, la burka, les claviers, synthétiseurs, carillons, etc. L'empathie, l'écoute, la remise en question de la transmission. Je suis devenue animatrice de cet atelier qui m'a aussi beaucoup apporté. La joie des parents poussant la porte de ce conservatoire qui les accueille comme des élèves lambda au sein de l'atelier Mosaïque. Pour clore cette expérience, je vous dis, formez-vous et essayez. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans une institution et pour lesquelles il faut se battre. Voilà, c'est le texte que je vous lis de la part de Arlette Brison, qui est aujourd'hui retraitée, mais qui a œuvré pendant des années au conservatoire à rayonnement départemental de Châtellerault, qui est professeur d'accordéon. Voilà un petit peu. Dominique, merci. Est-ce que tu sais comment le travail qu'elle a engagé dans ce conservatoire a été repris donc après son départ, puisqu'elle a été retraitée? Très bonne question, je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais je souhaite, bon, je pense qu'elle a dû faire le nécessaire, je dirais, pour que ça perdure dans les années à venir. Enfin, je pense. Je ne sais pas s'il y en a qui savent un petit peu, mais voilà. Donc là, je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. Cette question parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a de la volonté humaine, toujours, il y a des choses qui partent des initiatives de volonté de personnes. Il faut aussi du cadre législatif, mais il faut aussi des méthodes pour pérenniser les dispositifs, parce que sinon effectivement, c'est du one-shot. Voilà. Voilà. L'écrire dans le règlement de l'école. Laurent parlait aussi du projet d'établissement, donc c'est comme ça qu'on peut arriver à mettre en place un process qui perdure. Autre témoignage, donc ça a été impulsé par la CMF Gironde, dont bien sûr je fais partie, avec le conseil départemental sur le parcours handicap et enseignement artistique. Donc je vous présente un petit peu très rapidement les 2 journées de 2022, puisque c'était en 2022. Et je vous fais un petit historique, un petit peu comment c'est arrivé. Dans le cadre du schéma départemental des pratiques artistiques et culturelles,
Porté par la direction de la culture et la citoyenneté, le département souhaitait conforter son engagement sur le champ de l'accessibilité avec la mise en place d'un parcours de sensibilisation à l'accueil de personnes en situation de handicap dans les établissements d'enseignement spécialisés et de pratiques d'enseignement artistique. Le parcours de sensibilisation handicap et pratiques artistiques est élaboré en partenariat avec un groupe de travail qu'on appelle le GTEM, où nous sommes, nous, je dirais, pôle ressources, je dirais, vous verrez à la fin les logos, tous les partenaires. Donc, ça a été élaboré avec le PSND, le Pôle d'enseignement supérieur musique et danse Nouvelle-Aquitaine, le SIAM qui est issu du réseau des musiques actuelles, et notamment le RIM, le réseau indépendant des musiques actuelles, le Pôle évasion d'Amarès avec l'école de musique donc, que j'ai dirigé pendant plusieurs années, et vous aurez le témoignage après de mon successeur, Sébastien, la Ligue de l'enseignement Gironde, où je fais partie de la commission culture, et un collectif PACAP, qui est un réseau d'écoles de musique un petit peu de la métropole Bordeaux. La thématique proposée, c'était sur l'année 2022, elle était orientée vers la fonction de référent handicap. Donc, Isabelle, tu parlais et tu verras un petit peu ce qu'on a développé en Gironde. Sa mission, ses moyens, sa reconnaissance dans la structure. Et deuxième atelier, c'était les handicaps invisibles, les troubles 10 que l'on a de plus en plus aujourd'hui dans les écoles de musique. Donc, cette 6e année, c'était la 6e année en 2022, ouvre le parcours au-delà de la musique et propose aux professionnels du chant, de la danse d'y participer. On a associé pour la première fois en 2002 les professeurs de danse. Donc je passe sur tous les détails et je vais juste vous parler des deux présentations que nous avons faites, je dirais, sur ces 2 journées. Donc il y a eu, premier atelier, le référent handicap et le rôle essentiel pour les structures. Et bien sûr, j'avais invité Laurent Le Boutillier, qui est présent avec nous, qui nous a fait la gentillesse de venir pour présenter ça, le rôle du référent, avec Laurent, référent handicap au Conservatoire rayonnement régional de Caen et table ronde avec les référents du territoire, parce qu'on a développé en Gironde un réseau de référents. Donc, ils étaient un petit peu partie prenante. Et deuxième sujet dans cette réflexion, on parlait des cadres d'emploi. Donc, le cadre d'emploi de référent handicap, donc moi j'étais intervenant dans le cadre des missions que j'ai à la CMF et à la Gironde, dans le cadre du milieu associatif. J'ai mis en avant le travail que nous avons fait il y a quelques années, maintenant ça remonte, le temps passe, en collaboration avec la Fédération musicale de Franche-Comté et la CMF sur la mission Calliope-Terp, où nous avons aussi développé des fiches métiers. Et aujourd'hui, alors je parle pour le milieu associatif, parce que c'est mon domaine, donc je ne peux pas parler du milieu territorial, et c'est Laurent qui était intervenu là-dessus. Aujourd'hui, il est tout à fait possible, dans la convention ECLA, de classer une personne qui serait référent handicap sur l'indice supérieur de professeur. C'est-à-dire le professeur aujourd'hui il a l'indice 265, et si on veut un professeur qui est référent handicap, il est possible de le classer. Ça a été validé par, je dirais, Exopé, enfin c'était le CNEA à l'époque. Exopé, ça a été validé dans le guide Calliope-Terp, c'est tout le travail que nous avons fait ensemble avec la Fédération Franche-Comté, où on peut le classer à l'indice 305. Ça veut dire que dans le milieu associatif, il est possible d'avoir une classification supérieure pour une personne qui serait référent handicap. Donc ça, c'était la première journée. Et il y a eu la présentation du projet Musique Handicap qui a été porté par l'école de musique. Je vous ferai juste le lien pour passer la parole à Sébastien après, où l'école de musique d'Ambarès a été, ça fait des années, pôle ressources départementales. Et la deuxième journée était principalement axée avec Laurent, une démarche du principe d'inclusion, quel cadre pédagogique, quel parcours, etc. pour les personnes. Et les handicaps invisibles sur l'approche pédagogique d'un travail avec les élèves en situation de trouble 10, porteurs de troubles du spectre autistique. Voilà, pardon. Voilà, donc, et ensuite, on ne le voit pas, mais tous les logos, donc c'est tout le réseau du conseil départemental du schéma, avec le Conservatoire de Bordeaux, le Pôle d'enseignement supérieur, je dirais la CMF Gironde, la Ligue de l'enseignement, etc. Donc ce sont
des journées de sensibilisation qui sont portées par le département dans le champ du projet du schéma départemental des pratiques artistiques, où le département de la Gironde a pris conscience de la nécessité et avec des référents handicap. Je fais le lien, moi j'étais directeur de l'école de musique d'Ambarès et la Grave, qui se trouve dans la métropole Bordeaux pendant plusieurs années, et j'avais une professeure d'accordéon, encore une professeure d'accordéon, qui était un petit peu sensibilisée, je dirais, sur ces personnes qui sont un petit peu handicap, et elle avait 2 familles qui étaient autistes et trisomiques, qui voulaient faire de la musique. Donc elle est venue me voir, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose? Donc on a tenté, parce qu'on partait dans l'inconnu, on a essayé, quoi. Donc elle s'était un petit peu formée, elle avait fait quelques formations par-ci par-là, elle travaillait aussi dans des centres spécialisés en tant qu'éducatrice un petit peu, donc elle était un petit peu sensibilisée à ça. Donc j'ai dit, mais on y va, on tente, ça fait une 20aine d'années maintenant, et après, de fil en aiguille et de bouche à oreille, c'est de bouche à oreille que des familles sont arrivées. Donc on a eu, et ensuite on a sur le territoire de la commune, un centre de malvoyants aussi, on parle des malvoyants, donc je suis allé voir le directeur et puis comment co-construire un projet autour de ça. Donc ça a pris de l'ampleur, on est devenu pôle ressources départemental dans le cadre du schéma, cette école de musique, et il m'est venu l'idée, que, comme on en a parlé tout à l'heure, il faut une personne qui puisse accueillir les familles, parce que moi les familles m'appellent, mais moi je n'ai pas les outils pour pouvoir leur répondre, à part leur parler du projet pédagogique de l'école et qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut adapter comme parcours personnalisé pour les enfants, parce que ce ne sont pas des ateliers, entre guillemets, ateliers ghetto, c'est l'inclusion, un cours individuel, cours collectif, etc. Donc, moi, je n'ai pas ces réponses-là, donc j'ai eu l'idée de proposer au conseil d'administration de créer un poste de référent par rapport à cette classification que nous avons. Et aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant où il y a un poste de référent. Je vais laisser la parole à Sébastien parce qu'aujourd'hui, il a pris le relais. Et aujourd'hui, au schéma départemental, on avait encore la semaine dernière une réunion avec tous les référents. Aujourd'hui, il y a pratiquement une dizaine de référents handicap dans les enseignements artistiques, qu'elles soient écoles territoriales ou associatives, on parlait du milieu associatif. Aujourd'hui, en Gironde, ça existe. Et le réseau se crée là. Et en associant le Conservatoire de Bordeaux, le PSMD, enfin, tout ce qui va autour. Voilà, donc voilà un petit peu ce que nous avons développé, nous, depuis plusieurs années. Et je remercie, puisqu'il est là, Laurent, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir contribué aussi à faire avancer certaines choses dans ce département-là. Et je laisse la parole à Sébastien, qui a pris mon relais, qui est directeur aujourd'hui, et qui va vous parler où nous en sommes aujourd'hui, enfin, où ils en sont aujourd'hui, avec 2 petites vidéos. Merci Dominique. Bonjour Laurent, qui connaît aussi l'établissement, puisqu'il est venu intervenir effectivement en Varese-et-la-Grave. Donc je suis vraiment ravi de le voir aujourd'hui pour nous apporter toutes ces informations. Alors avant de voir les vidéos, parce que je pense que ce sera une bonne illustration et on va essayer d'avancer, je vais juste prendre 1 minute pour vous présenter l'établissement. C'est toujours bien d'avoir un contexte quand même à se rapprocher. Donc par rapport à Ambarès, c'est une école déjà associative, il y a 23 salariés. Il y a à peu près 400 élèves, ça correspond à 7 ETP sur ces 23 salariés, qui vont des élèves de 0 à 78 ans, puisqu'on fait aussi de la pratique 0-3, et qui représente quand même 120 élèves. Donc c'est pas rien, c'est une petite tranche dans laquelle on a effectivement déjà des situations de handicap. Alors moi je vais plutôt axer du coup, puisqu'on a la partie école de musique, on a aussi les arts plastiques, on a aussi la photographie, donc moi je vais axer plus sur du coup, ce qui nous intéresse, les écoles de musique. Et donc, en école de musique, on a 210 élèves. Par rapport à la question que se posait Laurent, je vais essayer d'amener un petit complément. Donc, je vous ai fait un petit peu le détail de la répartition dans les classes. Bon, sur ces 21, on en a 7 qui sont dans une classe, on va dire, aménagée de manière collective pour des besoins spécifiques, où ils sont ce qu'on appelle musicadapte, que je vais vous proposer. Parmi ceux-là, donc, on en a aussi 14 qui sont en cours instrumentaux, tout à fait classique, on va dire, et 8 parmi ces 14 qui passent les examens de la CMF. C'est une volonté de leur part et ils ne veulent absolument pas y déroger. Ils veulent passer les examens
Et s'ils ne sont pas prêts, comme tous les autres élèves, parce qu'il y a un manque de travail, il y a quelque chose, c'est problématique. On doit faire passer les élèves, voilà, les examens. Par rapport aux situations de handicap, les 6 types qui nous ont été proposés tout à l'heure, je pense qu'on les a à peu près tous. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de visualiser maintenant le petit montage que je vous ai fait, qui résume plusieurs situations, donc du cours individuel, du cours collectif avec la classe musique adapte, aussi une partie donc, qui était en partenariat avec la Ligue de l'enseignement sur le festival hors-jeu, avec une restitution vraiment dans une salle de spectacle, un projet sur mesure pour eux qu'ils ont eux-mêmes créé, c'est une composition qu'ils ont eux-mêmes fabriquée avec beaucoup de stress de la part de l'équipe pédagogique et plus particulièrement des référents, puisqu'ils venaient juste de prendre ce poste-là et ne savaient pas du tout comment ça allait se passer. Et au final, on a pris leurs propres mots, leur propre rythme, leur propre musique, et on en a créé un spectacle. Je vous propose de visualiser le petit extrait. Donc vous voyez, 1000 figues, 1000 raisins, ce sont leurs mots, ce sont les notes qu'ils ont eux-mêmes choisies avec un codage spécifique et aussi donc vous avez pu apprécier quelques musiciens professionnels qui se sont mis au service et qui ont récupéré la composition qui a été faite donc pendant on va dire un trimestre à hauteur d'une répétition par trimestre sur ce temps musique adapte pour faire cette création et une restitution publique. Alors on parlait tout à l'heure des financements. Alors il y a un choix effectivement qui date aussi de Dominique, il y a vraiment un choix de la direction de pouvoir offrir cela, c'est une obligation, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de l'obligation? Est-ce qu'on se l'approprie et on essaie d'en tirer un bénéfice ou est-ce qu'on la subit? Le choix est vraiment de se l'approprier, mais bien évidemment il y a des contraintes financières. Les contraintes financières, ce sont, on parlait tout à l'heure du référent, à l'indice supérieur, mais c'est déjà du temps de bénévolat des professeurs, c'est déjà tout simplement des professeurs dans une équipe qui passent du temps à aussi préparer du matériel pédagogique pour répondre à des besoins spécifiques, mais plus particulièrement, comment on va globaliser, comment on va trouver les financements nécessaires à pouvoir faire ça. Alors en plus, une particularité, j'ai jugé utile de faire non pas un référent handicap, mais un binôme de référents handicap, comme tous les élèves que l'on a dans une école de musique, il y a un affect qui joue et qui peut être décuplé avec des porteurs de handicap, donc quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'une peut aussi fonctionner très très bien avec un autre professeur. Donc j'ai opté pour cette solution-là. La force de l'école, c'est que l'une de nos référentes handicap est à temps complet, donc forcément ça facilite les choses. La deuxième personne, c'est Martine, donc tu l'as évoqué, il faut savoir quand même qu'il y a une longue histoire, puisque tu parlais d'une vingtaine d'années, c'est en octobre 1994 qu'a été créée déjà des pistes de réflexion pour ouvrir cette classe musique adapte, avec, comme on peut le voir dans les sensibilisations que l'on fait, une volonté vraiment personnelle, humaine, des stagiaires que l'on retrouve à dire mais comment je pourrais faire, comment je peux me débrouiller, comment je peux me dépatouiller. Mais en tout cas, il y a vraiment une conviction de se dire qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, comment on fait? Et c'est aussi le rôle que l'on a en tant que pôle ressources,
de rassurer les gens qui ont des initiatives et qui sont persuadés qu'il y a besoin de faire quelque chose mais qui ne savent pas comment faire. Donc ça, c'est la force du réseau, c'est la force aussi de cette sensibilisation et de la formation, puisqu'après, il y a un calendrier de formation qui est mis en place, donc on a une sensibilisation chez nous, et après, donc, un calendrier découpé sur, par exemple, le dispositif PACAP des écoles de musique, sur le PSMD, voilà, des formations qui rayonnent en fonction des besoins de chaque stagiaire. Pour illustrer, je ne sais pas si vous avez des questions, alors je vais juste terminer par rapport au coût de ces 2 salariés. Le coût est à peu près à 4 000 €, auquel il faut rajouter les heures complémentaires de projet, de réunion et de formation. Donc c'est quand même un coût assez conséquent. Alors l'objectif, c'est que la classe musique adapte, comme on l'a pu la voir, c'est le temps de collectif. Notre objectif, c'est qu'ils passent le moins de temps possible sur ces classes collectives, mais qu'ils puissent rapidement être orientés sur un choix d'instruments. C'est-à-dire c'est une classe un petit peu orchestre découverte, on leur fait voir à peu près tous les instruments qu'on a en notre possession, en tout cas sur l'école, et ils font un choix, et ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans, 5 ans. En tout cas, à terme, il faut qu'ils arrivent à choisir un instrument et s'épanouir avec cet instrument. On a vu Lionel, vous avez vu, il joue l'instrument, mais il ne peut pas s'empêcher sur un plateau d'aller devant, diriger l'orchestre, mais aussi diriger le public. Voilà. Donc c'est quelqu'un dans notre école, mais comme tous, qui sont connus par les musiciens, par les élèves, par les politiques publiques, mais qui sont aussi reconnus par rapport à l'investissement qu'ils font. Et le connu et reconnu, c'est un bon outil, ça valorise tout le monde, et nous, en termes de communication sur ce que l'on fait, c'est une belle plus-value qui fait qu'on commence à parler un petit peu, je vous rappelle, 1994, de ce qui peut être mis en place dans les écoles de musique, et il y a un intérêt maintenant pour les familles à se dire « Ok, je vais vers l'institution parce qu'ils sont peut-être en mesure de nous accompagner, répondre aux besoins de l'élève, mais aussi, on en parle peu, des besoins des familles, des accompagnants, qui eux aussi ont besoin de tout ça. » Et lors des inscriptions, on essaie de prendre le temps, bien évidemment avec l'élève, on prend du temps avec les familles, on prend du temps aussi avec les éducateurs qui peuvent les amener pour trouver un projet sur mesure le mieux adapté à l'élève, mais en final, comme on fait tout à chacun dans nos écoles de musique, ou même dans nos harmonies, ou même dans nos chorales. Donc c'est juste une attention particulière à avoir avec des besoins particuliers. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être juste, Sébastien, parce que l'heure avance, on va proposer peut-être à Didier de nous faire part de la dernière expérience, et après on aura, pour ceux qui veulent rester, en tous les cas, le temps de poser des questions et d'échanger encore un peu. Mario va devoir nous laisser parce qu'elle a un taxi qui l'attend, qui doit la ramener à la gare, elle rentre sur Paris. On la remercie encore une fois vraiment. Et on remercie aussi l'Institut des jeunes aveugles. Voilà, et on verra comment on peut prolonger cette collaboration, que ce soit, je ne sais pas, en organisant des visites, des rencontres avec des équipes ou autres. En tous les cas, on espère pouvoir continuer à coopérer avec vous. L'Institut des jeunes aveugles aussi, qui est partenaire plus ou moins, puisque les professeurs se tiennent aussi à la disposition de nos établissements pour répondre à des besoins spécifiques. Moi, j'en ai eu en percussion, et je suis en lien avec le prof de percussion de l'Institut des jeunes aveugles, qui est adorable et qui nous apporte des clés de lecture indéniables. Merci. Didier, alors, en PACA, comment ça se passe du côté de chez toi? Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. C'est une chance d'accueillir dans nos établissements des gens en handicap. Et ça, c'est une chance, il faut en prendre conscience. C'est pas du travail en plus, c'est pas, mais c'est... Voilà, super. Que ce soit pour les élèves, pour l'équipe pédagogique, voilà, pour moi, c'est une joie quand je vois arriver quelqu'un qui a un handicap dans l'établissement, et on fait tout, même si on n'a pas les compétences. On essaie avec, dans ma commune, bon, je vais parler de Fouqueltier, nous avons un CAS, un centre chaque jour d'accueil spécialisé, et on a un hôpital de jour, donc sur l'handicap. Et tous ces gens-là passent par l'école, où on va chez eux, où on monte des projets ensemble, et on a des musiciens, bien sûr, qui ont des déficiences visuelles, mais je vais leur laisser la parole. Donc j'ai le directeur du CAS qui va vous parler, j'ai des professeurs qui vont vous dire ce qu'ils ont fait, et j'ai un musicien de l'harmonie de Fouqueltier qui n'y voit pas, et qui va nous montrer comment les sensations qu'il a en venant de l'orchestre. Donc moi je crois que c'est ça qui est le plus important aussi, c'est tisser ce lien entre l'handicap et la population et les élèves dans la commune. Et voilà, on ne parle pas d'handicap, mais on parle de vivre ensemble.
Voilà, le premier. On aura tout fait. Merci. Donc là, c'était un projet le 21 juin. Voici là, c'est le directeur du CRS qui va vous parler. De manière générale et à de très rares exceptions près, les personnes avec handicap sont preneuses de sensations musicales, mais lorsque cette sensation est le fait de vraies personnes avec de vrais instruments, la sensation est décuplée. Lorsque les malices de la vie ont altéré certaines de vos capacités physiques, métaboliques, psychiques, intellectuelles, lorsque vous avez été empêché d'agir par le handicap, vous organisez des compensations. Vous surinvestissez les capacités que le a épargnées. Ainsi, il n'est pas rare que certains sons, certaines vibrations provoquent des émotions majeures, parfois difficilement maîtrisables. La grande éclate. Je n'ai parlé là que de la question de l'écoute. Le lien avec l'école de musique a permis à certains des résidents de l'établissement de devenir des acteurs de l'action musicale dans une dimension que l'on peut qualifier d'inclusive. Pour pouvoir participer à un événement choral spectaculaire, 1200 gamins de Briançon et des vallées du coin, une professeure de chant a été formée à signer certaines sections du programme et à animer, en lien avec les personnels de l'établissement, les séances de répétition. Si on chantait 2023, nous y étions. Le lien entre l'école de musique de Fort-Calquier et le centre d'accueil spécialisé de Fort-Calquier est la marque que vivre ensemble est possible et que cette révolution nécessite et du temps, et de la bienveillance, et de la tolérance, et parfois une part de renoncement. Donc là, c'est une présentation de l'instrument au CS. On est vraiment sur un handicap lourd au CS, vraiment le toucher, l'écoute, le son. Et le projet qu'on avait l'an dernier sur le chant choral, c'était avec des gestes qui ne pouvaient pas chanter, c'est la chorale des tout petits, avec l'orchestre des petits qui ont participé à des séances avec eux. Donc ça, c'est le professeur de piano. Notamment avec une jeune femme très lourdement handicapée, mentale et moteur. Et indéniablement, je peux vraiment affirmer que ces séances ont été très bénéfiques. Ouais. La sonorité, les vibrations, l'énergie de l'instrument, sa puissance ont complètement stimulé sa joie, sa bonne humeur et ont suscité énormément d'émotions. Voilà, il me semble, je pense que la musique, la pratique, l'écoute, peu importe l'instrument, peu importe ce qu'on fait avec, on est de toute façon un bienfait aidant. Donc juste pour vous expliquer ce qui se passe dans ce cours-là, c'est une demoiselle qui s'est fait renverser par une moto. Elle était pianiste, elle avait un super niveau de piano dans un conservatoire anglais, et elle est devenue en fauteuil, elle ne pouvait plus bouger, elle ne pouvait plus rien faire. Et justement, ce travail avec le CS était important parce qu'on a toutes les équipes, c'est pas on nous les dépose, et il y a plein qui se passe. Il y a une équipe d'éducateurs spécialisés qui suivent la personne, qui nous l'amène, qui reste à côté. Donc il y a tout un travail qui est mis avec une équipe. Et cette demoiselle, le fait de retoucher, ça lui a redonné de l'espoir, de ressentir les vibrations, parce qu'elle a le même piano électrique au CAS, et ça n'a pas été la même sensation que de toucher un vrai piano qui a des résonances. Et donc ça, et pour la professeure, chaque fois, elle est émue, parce que de retrouver du sourire chez une personne qui n'en avait plus, et qui se voyait sur une carrière professionnelle, et qui d'un coup, sa vie a été brisée par une moto, ben, retrouver tout ça, les parents nous ont applaudi en nous remerciant. Ça, c'est des moments formidables, parce que le retour des parents aussi, ça donne une chose, même si on n'a pas la formation, ça c'est le point suivant, mais c'est de redonner, je pense, l'envie et l'espoir de vivre. Parce que cette fille était refermée, elle n'avait plus envie de faire autre chose. Bien fait, sur nous tous, et en particulier pour ces personnes en situation de handicap. Donc là, je parle vite fait de la danse, parce qu'on a des enfants trisomiques qui viennent en danse, puisqu'on a l'établissement international de danse. Je suis Anne Santelli, donc je suis enseignante en danse contemporaine à l'école intercommunale de musique et de danse à Fort-Calquier. Il est vrai que depuis
suivant les adultes avec lesquels je suis intervenue aux classes durant de nombreuses années. J'interviens également, je suis intervenue également auprès de l'IME et j'accueille également des élèves en situation de handicap dans les cours réguliers. Voilà, ça c'est important, accueillir aussi le public handicapé dans les cours, pas juste qu'ils viennent sur un projet. Et bien sûr, les cours, c'est pas comme les autres en fait. Voilà, ils sont accueillis comme n'importe quelle autre personne. Et moi j'essaie d'adapter mon enseignement et en même temps de leur laisser un espace suffisamment ouvert et bienveillant pour qu'ils puissent se sentir accueillis et composer avec les autres sans aucune forme de discrimination. J'interviens aussi depuis cette année avec le CISAD. Ça, c'est un projet qui se perpétue cette année. J'intervenais l'année dernière, c'est moi qui... Je vais peut-être avancer parce que le temps est serré, mais juste pour dire qu'il est vraiment important de les rencontrer. Donc ça, c'est... Je suis infirmière à l'hôpital du jour de fort qualité. Dans le projet d'établissement, il est question d'intégrer les patients en souffrance psychique au cœur de la cité et dans ce souci d'intégration, voilà, mes enfants fréquentant l'école de musique de Fort-Calquier, j'ai trouvé cet endroit sécure, bienveillant et soucieux de l'intégration, du brassage des gens entre différents âges et on a fait le choix de monter un atelier d'ensemble vocal avec le professeur de chant de l'école de musique qui s'appelle Chloé et on a monté un petit groupe de patients qui ont participé à ces ateliers, c'est la deuxième année. Le fait de chanter ensemble, ça nous permet plusieurs choses. Déjà, de devoir s'écouter, se regarder, se caler ensemble. C'est un travail de communication qui nous semble très pertinent face aux personnes en souffrance psychique. On travaille beaucoup cognitif aussi, la mémoire, le tempo, et puis le plaisir est très présent. On n'est pas dans le même état émotionnel avant et après avoir chanté. Et voilà, ça nous fait du bien. Et puis, on n'avait pas prévu ça au départ, mais il a fallu qu'on affronte la scène. Et même si la FECOA n'existait plus, c'était vraiment très chouette d'être aussi dans un endroit chaleureux et accueillant pour tous. Et voilà, c'est un chouette projet. Donc là, avec l'infirmière, là c'est super important aussi parce que moi j'ai eu un élève l'an dernier qui a des problématiques psychiques. Il faut vraiment que les gens, le problème, elle n'était pas accompagnée, elle est arrivée à l'établissement sans nous dire ses problèmes. On s'est retrouvé, je me suis retrouvé, puisqu'elle était dans la classe de clarinette, avec une personne qui était bipolaire au bout du compte. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Donc il faut vraiment, c'est le conseil que je donne, j'ai appris plus tard que les curatelles entraient en contact avec les équipes médicales et d'encadrement quand on a du personnel, des personnes qui ont des soucis d'handicap. Pour qu'on ait un vrai travail d'équipe, et ça c'est super important, on travaille toujours avec les médecins, l'encadrement, puis il y a un vrai projet de vie en fait autour de ce qu'ils vont faire. Le dernier musicien que je vais vous présenter, c'est Bernard qui est tromboniste, donc il a perdu la vue à 7 ans. Il a commencé, justement ce que vous disiez tout à l'heure, son prénom, il a commencé par à faire du piano et à devenir accordeur de piano. Après, il est passé sur la clarinette, j'ai donné des cours de clarinette, il a beaucoup travaillé sur la mémoire, sur le toucher, et un jour, l'arthrose est arrivée, et il est passé, maintenant sur le trombone, donc il va vous raconter, ça dure 1 minute, son chemin de vie au sein de l'harmonie de Froiquier. Parce que dans l'harmonie, j'ai eu un trisomique au piano, donc il faisait ce qu'il pouvait. Là, c'est pareil, c'est ses parents, c'est toujours une histoire de famille, en fait. C'est super important qu'on arrive à les intégrer dans nos groupes. Donc, on l'accompagnait en tant que chef d'orchestre sur les passages qu'il pouvait jouer, les passages qu'il ne pouvait pas jouer. Et quand on voyait qu'il faisait un peu de n'importe quoi, on bosse un petit peu, on remet, on bosse un petit peu, mais qu'il reparte au bon moment. Et il était super content. Bon, il n'est plus maintenant parce qu'il commence à être âgé, il peut plus se déplacer.
Et là, Bernard, ben, lui, c'est sa soupape, parce qu'on va le chercher chez lui, c'est le lien aussi social dans la commune, dans le groupe. Il habite dans le centre-ville de Fourbaltier. Donc j'ai des musiciens qui vont chez lui le chercher, qui l'amènent à la répétition, qui le ramènent. Et ils doivent expliquer aussi les partenaires, mais comme il faut les apprendre, il faut lui dicter. Donc c'est tout un lien social qui se met autour de l'handicap. Et ça, c'est super important. Bonjour, je suis robotiste à l'éco-porteur terrain depuis quelques années déjà. Et en fait, il a fallu, étant donné le fait que je suis heureux, il a fallu que je m'adapte à jouer avec le orchestre. Et en fait, ça ne m'a pas été assez facile parce que j'ai une certaine expérience musicale. Et donc, l'écoute des collègues est très importante pour que je puisse suivre le déroulement des musiques qu'on doit jouer. Et pour ce faire, pour pouvoir accéder à ces musiques-là, il faut bien que j'ai les partitions qu'on me dicte, on me les dicte donc avec un ami de l'écoute. Et en fait, ça se passe très très bien, on rigole, voilà. Et pour les transcrire, j'ai cet appareil, qui est un appareil spécifique pour qui transcrit du braille. Et ce braille, maintenant, c'est donc une méthode pour pouvoir transcrire la musique. Ça fait que la personne me dit, c'est un petit peu comme un ordinateur, la personne me dit la musique, je la transcris avec le caractère braille. Et comme c'est un petit ordinateur, je peux mémoriser, ça fait que j'éteins et j'arrive, je retrouve ma partition, et ça me permet finalement de suivre tout ce qu'on a développé, et puis naturellement, en tant qu'aveugle, on est obligé d'apprendre par cœur. Voilà. Alors je disais, c'est une chance d'avoir de tels éléments dans une association, parce que ça n'est plus, vraiment ça resserre les liens. Et l'exemple flagrant, c'est avant le Covid, avec le directeur du CS, on avait décidé d'aller faire un anniversaire d'un enfant là-bas. Et on a décidé d'amener les enfants, les tout petits de la chorale. Donc on les a préparés quand même à la rencontre avec des fauteuils, avec des gens qui ont des positions qui ne sont pas naturelles, avec des gens qui, pour dire c'est beau, ils font « Ah, regardez, on écrit !» Donc tout ça, il fallait qu'on prépare les enfants. Et on s'est rendu compte lors de la rencontre que les enfants étaient super bien à l'aise avec ce public-là. Par contre, avec les parents, il a fallu que je les rencontre et qu'on rediscute ensemble pour pouvoir de cette action-là. Donc le travail est plus difficile chez les adultes que chez les enfants. Mais ce sont de bons projets, dans l'environnement de votre aussi, c'est formidable. Je pense qu'il faut continuer à travailler et développer la pratique artistique auprès de l'handicap. Merci beaucoup. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il faut qu'on arrête parce qu'il y a les bus qui attendent pour ce qui se passe par la suite. Juste un petit mot, ça n'était bien entendu qu'un début de cette démarche, enfin quand je dis un début, ça ne commence pas ici, hein, il y a déjà eu plein de choses faites, et bien entendu, l'objectif au niveau de la CMF, c'est de poursuivre tout cela, en vous mettant à disposition de l'information, en faisant encore qu'on échange les bonnes pratiques, en développant de la formation pour le stade associatif et en développant de la formation professionnelle pour les salariés. Voilà un petit peu les objectifs qu'on a sur cet aspect-là, et en vous accompagnant. Merci de votre écoute et bonne soirée. Émilie, un message. Juste quand même, un merci à Laurent pour sa contribution cet après-midi, qui est encore avec nous. Voilà.